Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis celui que vous ne connaissez pas, puisque au milieu de ces célébrités, Gilles Fontaine du magazine Challenge, est ravi d'être avec vous en cette fin de journée pour conclure une journée de débat, de conversation assez passionnante. Et l'homme de presse, ça fait un peu âge de Cro-Magnon de dire ça, mais l'homme de presse que je suis est assez admiratif, malgré tout, de la façon dont la filière a su gérer tous ces obstacles. Pardon. Enfin, vous le mentionniez, Renaud, ça ressemble un petit peu à une tempête parfaite quand même entre la disparition des lecteurs, enfin en tout cas le recul de la lecture, le problème du livre d'occasion, ça on ne l'a pas eu, mais on a quand même eu effectivement le piratage, l'intelligence artificielle, enfin tout ça fait quand même beaucoup à la fois. Et on va aller assez vite sur l'introduction. Sabine, alors vous connaissez peut-être pas tout le monde, donc Gilles Fontaine, Sabine Vespizer, le médiateur du livre Jean-Philippe Mochon, Anne-Sylvie Bammel d'Actes Sud, et bien sûr Renaud du SNE que vous connaissez toutes et tous. Et j'oubliais de dire aussi que vous étiez président du CSPLA. Voilà. Voilà, les présentations sont faites. Sabine, est-ce que vous voulez réagir justement sur alors, tempête parfaite, pas tempête parfaite? Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une petite réponse un peu générale sur vous, en tant qu'éditrice, la façon dont vous ressentez un petit peu ces multiples chocs? Tempête parfaite dans un marché résistant et dans un pays qui a la chance, l'énorme chance d'avoir une politique du livre depuis très longtemps. J'entendais tout à l'heure dans la table ronde sur l'audiovisuel le parfait oxymore qui préside à notre métier, c'est-à-dire l'industrie de prototypes. Nous travaillons dans cette obscure clarté-là, si je puis dire. L'équilibre à garder entre la création littéraire pour ceux qui m'occupent, puisque j'ai créé une maison de littérature après avoir passé des années aux éditions Actes Sud, dont nous nous connaissons très bien avec Anne-Sylvie. Mais l'équilibre parfait entre la création et l'industrie. Or, toute la régulation voilà, qui a créé, comment dire, une sorte de dispositif favorisant la création de ma propre maison. Et là, depuis longtemps, moi, je n'aurais jamais pu créer une maison d'édition indépendante en 2002 de manière aussi facile, si je puis dire. Il me semble que la vie est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 25 ans, de manière aussi facile sans la loi sur le prix unique du livre, c'est-à-dire une loi d'égalité des chances et de soutien de la création. Si on fait un tout petit peu d'historique, on se rend compte que à chaque fois que la violence du marché est devenue trop grande, je rappelle donc rapidement que le prix unique du livre a été une réponse inventée par Jérôme Lindon, créateur, enfin en tout cas directeur des éditions de Minuit, à l'arrivée de la FNAC en 1974, qui a abouti en 81 à la loi sur le prix unique du livre. Suite à cela est arrivée la création de la DELC, Association pour le développement de l'édition de la librairie de création, dont je suis la vice-présidente et qui est aussi un organisme de solidarité, une association d'éditeurs travaillant l'interdépendance et soutenant la librairie de création. Je rappelle aussi que la profession s'est levée avec les pouvoirs publics et avec l'Europe en 2022, au moment où il y a eu menace de concentration, où il y a menace de monopole, au moment où M. Bolloré, qui était déjà propriétaire d'Editis, voulait en même temps garder le numéro 1 Hachette qu'il a acquis, mais en revendant Editis. Nous avons gagné cette bataille-là et il y a quantité de batailles menées et c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, moi, ce qu'il me semble, c'est que, pour répondre à votre question de manière plus directe, c'est qu'il nous faut être de plus en plus agiles, de plus en plus vigilants nous souvenir que nous avons la chance d'avoir des organismes de régulation
l'action des syndicats, des pouvoirs publics et une politique du livre en France. Mais ne baisser la garde en aucun cas. Et c'est en cela que ça me paraît difficile, parce que oui, les chiffres qu'a indiqué Renaud Lefebvre pour chauffer la salle, qui était tout à fait extraordinaire, sont là, c'est vrai. Il n'en reste pas moins que nous faisons un métier de désir, un métier de transmission d'enthousiasme, et que ce métier-là, nous parvenons encore à le faire, mais en se gardant à gauche et se gardant à droite. Moi, je garde quand même en tête l'exemple d'autres pays. Je vois qu'il y a une créativité littéraire et une petite industrie du livre en Haïti, qui est un pays que je connais bien pour publier notamment Yannick Lahens. Je rentre du Brésil, il y a là aussi une grande créativité sans aucune régulation. Donc je crois qu'il faut que nous mesurions notre chance tout en continuant à nous battre âprement. Ne peut-être pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Anne-Sylvie, vous, quelle est votre vision aujourd'hui des choses, votre vision du marché, et effectivement, pour rebondir sur les quelques nouvelles que nous annonçait Renaud, quelles sont quelle est votre analyse en fait de la chose? Je crois qu'en effet, on ne peut que être observateur et on vit au quotidien ces transformations, je dirais. C'est vrai que ça ressemble à une tempête, mais malgré tout, c'est des transformations profondes de la société auxquelles on est confronté finalement dans notre quotidien à bien des endroits. Et le monde de la culture est en général une caisse de résonance quand même très forte de ce qui se passe dans la société. Les signaux sont certes inquiétants, mais finalement, j'aime bien aussi les regarder en creux dans l'autre sens, où finalement, quand on voit la folle montée du livre d'occasion, c'est parce que la simplification d'accès est devenue tellement grande que finalement le désir est là, le désir du livre est là, la question du pouvoir d'achat est une réalité. Comment on accompagne, ça c'est un point important. Somme toute, c'est vrai que quand on voit ces proportions, on ne peut pas rester indifférent à la notion de création, d'accompagnement, de droit d'auteur et de tout ce que ça induit sur la création, en fait, et toute la production des nouveautés. Le moment du Covid a été un moment un peu assez saillant, en se disant que d'un coup, les librairies fermées, plus aucune nouveauté ne sortait. On était finalement à un temps figé de la création. Et c'était assez angoissant, en fait, de se dire qu'aucune idée nouvelle ne sortait à travers les livres pendant un temps court, mais on ne savait pas à ce moment-là à quel point il allait être court ou long. Et donc voilà, c'est un enjeu de démocratie aussi, d'arriver toujours à produire cette diversité culturelle. Je suis assez surprise aujourd'hui, alors même si le terme, effectivement, a évolué. Dans les années 80, on parlait beaucoup d'exception culturelle, justement, pour à un moment donné rappeler qu'un bien culturel, c'est un bien fragile. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu une régulation internationale. Comme le rappelait Sabine, on a la chance de vivre dans un pays où le prix unique du livre a préservé un réseau de librairies absolument phénoménal. Je veux dire, c'est quelque chose... Beaucoup d'autres pays nous envient cette situation. Mais je dirais, c'est pas parce qu'on est gâté de ce côté-là qu'il faut pas être attentif aux signaux faibles de fragilité. Et aujourd'hui, il est clair que la librairie, même si on voyait qu'elle a gagné des parts de marché, effectivement, il y a eu une immense déclaration d'amour qui a été faite à la librairie à l'issue du Covid. Mais aujourd'hui, elle souffre vraiment. Et je pense qu'il faut y être particulièrement attentif parce que une librairie dans une ville, c'est un gage de démocratie. C'est un lieu, et un des rares, voire le seul lieu où se rassemblent toutes les formes de pensée, toute une diversité intellectuelle absolument phénoménale. Et voilà, il faut avoir conscience de cette richesse, mais également de cette fragilité. Donc c'est là où, effectivement, quand on parle du pouvoir du livre, il faut se rendre compte aussi de sa fragilité. Oui, pardon. Si je puis dire juste un mot, je parlais tout à l'heure de violence du marché, et Anne-Sylvie, tu parles de l'importance de la librairie, dire qu'une des premières choses sur lesquelles il faut que nous indignions et que nous soyons très vigilants en ce moment, c'est sur les attaques dont sont l'objet les librairies aujourd'hui. C'est des choses qu'on a lues dans la presse, mais il faut que vraiment ça, c'est une question de mobilisation citoyenne. Ce n'est pas possible qu'une librairie qui mette dans sa devanture un livre qui ne plaise pas à quelqu'un soit taguée, attaquée, détruite,
etc. Et qui est des violences qui sont à l'image de la violence de la société dans laquelle nous vivons. Mais je crois que c'est quelque chose dont il faut que nous nous emparions vraiment tous. Ça nous concerne. Jean-Philippe, le médiateur du livre que vous êtes, est-ce qu'il entend ces signaux faibles ? Quel est de votre point de vue, ce n'est pas tout à fait le point de vue d'un éditeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Comment dire, la vie de tempête, oui, je crois que tout le monde l'entend, c'est certain. Ce qui m'intéresse, il a été question de régulation à plusieurs reprises. Mais fondamentalement, on sait... D'ailleurs, le sujet de notre bien sûr. Et on sait que le secteur du livre n'est pas un secteur régulé comme les télécoms, comme l'énergie, et ce n'est parmi les secteurs culturels, ce n'est pas celui qui est le plus branché sur le thème de la régulation. Il suffit de comparer avec la situation du cinéma et de l'audiovisuel. Et pour autant, donc c'est pas un secteur régulé, et pour autant c'est un secteur où il existe des régulations qui sont au cœur de son identité. Parce que bien sûr, on a le prix unique, et parce qu'on a un autre outil qui est à la fois consensuel dans son principe et important dans son histoire, qui est le droit d'auteur. On a tendance à se dire qu'en France, le prix unique, le droit d'auteur, ils ont une place particulière dans les politiques publiques, et je dirais presque dans l'imaginaire collectif, dans ce qu'on entend, ce qu'on attend de la puissance publique. Simplement, et ça c'est très important, et ça a permis aussi d'avoir un fonctionnement collectif de la filière sur pas mal de sujets. Enfin, on le sait très bien, et le consensus si large sur le prix unique, c'en est vraiment l'illustration. Après, la difficulté, c'est que par rapport à tous ces enjeux de la vie de tempête qui a été adressé, on se demande comment à la fois transposer, faire fonctionner, faire des petits à ces outils de régulation distincts qui existent. Et il faut bien avouer que le défi est immense. C'est très frappant, par exemple, de se dire qu'il y a 15 ans, 20 ans, on se disait que le prix unique, c'était un élément très fort en France, c'était un élément très fort en Allemagne, et ça avait vocation à devenir un outil de politique publique européenne. Non, maintenant, je crois que c'est mort. On n'ose plus tenter. Les dernières présidences françaises n'ont pas essayé de mettre le prix unique du livre parce qu'on connaît la situation, on sait que dans chacun des pays européens, il y a un scénario, il y a un front. Mais enfin, en tout cas, l'idée qu'on puisse le transposer au plan européen, je crois que ça n'a malheureusement pas été considéré comme réaliste quand il y a eu des présidences françaises du Conseil de l'Union européenne. Le droit d'auteur, c'est un sujet évidemment qu'on essaie qui au plan européen, qui s'est européanisé et sur lesquels on cherche nos réponses européennes. Et voilà, tous les sujets dont on va parler aujourd'hui nous montrent que on a un secteur industriel qui n'est pas un secteur régulé, mais qui est un secteur emblématique, avec ses outils de régulation, avec son fonctionnement collectif. Maintenant, il faut arriver à faire fonctionner ces atouts-là face aux enjeux qui sont déjà devant nous. Alors, régulation, trop de régulation, pas assez de régulation. Renaud, moi je constate quelque chose dans les chiffres que vous donniez tout à l'heure. C'est deux choses qui n'étaient pas forcément dans votre radar jusqu'à présent. L'explosion du piratage et la très forte progression qui part de très bas probablement aussi du livre numérique. Enfin, c'est deux éléments assez intéressants. Qu'est-ce qui se passe en fait, notamment sur le piratage? On parlait de la presse, je parlais de la presse tout à l'heure. Nous, c'est quelque chose qu'on a vécu tout de suite, et le numérique aussi, tout de suite, avec des effets immédiats et souvent assez brutaux. Comment est-ce que vous interprétez ces chiffres? Je pense que ce sont des pratiques transverses. Encore une fois, les éléments que je livrais portent sur l'ensemble des comportements sur Internet. Alors, le cas du piratage est un peu particulier par rapport aux autres menaces qui étaient évoquées. Là, le droit existe sur ce plan. Il existe de manière assez complète. Il s'agit de le faire appliquer. On verra que dans d'autres situations, c'est aussi un enjeu. Je pense que la profession a sans doute besoin de monter en prise de conscience.
je ne vais pas ne parler que du livre d'occasion, mais je crois que la publication d'études de la SOFIA en 2023 sur le livre d'occasion a fait un effet, un choc de prise de conscience sur le phénomène. Il n'y a pas eu d'études de cette ampleur sur le phénomène de piratage. Je pense qu'on gagnerait à mieux documenter ces usages. On va s'y atteler d'ailleurs à travers le baromètre qu'on réalise tous les ans sur les usages. Je pense qu'on manque encore de chiffres. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que... Est-ce qu'on peut voir une corrélation entre... On a vu que les ventes de mangas s'effondrent, les ventes de romances se déclinent un petit peu. Est-ce qu'on peut voir une corrélation entre les deux? Alors pour la romance, je ne peux pas forcément répondre de manière documentée. En ce qui concerne le manga, très clairement, les études mondiales et d'ailleurs des sondages français, et quand on regarde des sites de très forte fréquentation, ne serait-ce que sur leur nom de domaine, l'estimation mondiale, c'est que 70% du piratage des livres numériques correspond au genre du manga. Donc on est véritablement sur quelque chose qui est massif, qui est bien identifié, en particulier au Japon. Là, il y a une réponse professionnelle qui se met en place. On vient de créer une association de lutte contre le piratage du manga. On est en train, au syndicat, de refondre nos dispositifs de lutte contre le piratage avec le soutien de la SOFIA à nouveau sur ces aspects-là. Voilà, il faut qu'on monte en puissance, qu'on monte les bras, qu'on multiplie les procédures et qu'on soit plus féroce, plus déterminé par rapport à des phénomènes qui font effectivement beaucoup de dégâts sur le marché à l'heure actuelle. Alors, parlons un peu du livre d'occasion, justement, parce que c'est quand même le sujet, vous l'avez dit, c'est le sujet qui monte depuis un petit moment, et on a l'impression qu'on n'a pas vraiment de solution. Et est-ce qu'on peut réguler? Là, je vous pose la question un petit peu collectivement. Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Comment encadrer mieux le phénomène? On n'a pas de solution simple. Je veux dire, là-dessus, je ne le dirai pas. Je pense que le point, c'était d'abord de porter un élément de diagnostic. Je pense que, voilà, celle-là, pour le coup, je pense que cette prise de conscience, elle est là à la fois dans les niveaux, dans les impacts et dans les tendances. Ce qui nous paraît pertinent sur le long terme, c'est d'arriver à mettre en place des mécanismes comparables à ceux qui, en leur temps, avaient été mis en place quand on parlait du photocopiage. Quand la copie privée numérique s'est développée, c'est une rémunération en droit d'auteur. C'est de la gestion collective obligatoire. On l'a vu, ça marche, ça fonctionne. C'est un phénomène et un levier d'équilibre pour l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des auteurs et des éditeurs, qui permet de maintenir le niveau de viabilité de la chaîne de la création. Donc, nous, notre diagnostic, c'est qu'il faudrait qu'on arrive enfin à obtenir et à faire en sorte que, via du droit d'auteur et en gestion collective obligatoire, il y ait une rémunération sur les ventes de livres d'occasion. C'est compliqué, c'est difficile. On est dans des discussions techniques et Jean-Philippe connaît bien ces choses-là. Voilà, il y a effectivement des normes européennes qui s'imposent à nous. On a, vous le savez, été à l'initiative d'une procédure. On a favorisé une procédure d'interrogation, enfin de consultation du Conseil d'État pour avis sur ces questions, avec une réponse qu'on peut voir d'une manière en demi-teinte. D'abord, le fait qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel à ce qu'on propose, le fait que la lettre de la directive n'interdit pas. Après, on entre dans l'interprétation d'une jurisprudence future de la Cour de justice. Il faut qu'on avance, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut qu'on sache si, dans l'état des textes européens, c'est possible. Il faut qu'on aille au bout de cette procédure-là. Pourquoi pas une proposition de loi? Pourquoi pas une notification à la Commission européenne pour avoir enfin une position de la Commission sur cette question? Et sinon, il faudra effectivement changer les textes européens. Mais encore une fois, compte tenu des impacts présents et à venir, je crois qu'on n'a pas le choix, y compris sur les questions qu'on a évoquées de prix unique du livre dont on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un prix unique du livre avec un livre sur deux acheté hors prix unique? Puisque qu'est-ce que c'est que le livre d'occasion, si ce n'est un phénomène de concurrence par les prix et de concurrence entre le livre neuf et le livre d'occasion? Sabine, Anne-Sylvie, le point de vue de Je dirais l'éditrice. que le point de vue de l'éditrice, c'est qu'on est encore face à une industrialisation excessive. C'est-à-dire le livre d'occasion est devenu un problème à partir du moment où les plateformes ont commencé à s'enrichir sur le livre d'occasion. Que le livre soit un accès moins cher d'occasion chez des bouquinistes ou dans des foires à la brocante, ma foi, on s'en est toujours parfaitement accommodé. Le problème, c'est le partage de la valeur. C'est que des plateformes internationales qui s'enrichissent sur le dos
précisément de la chaîne de la création et de la chaîne de l'édition, qui n'est en rien rémunérée. L'industrialisation du phénomène. Mais bien sûr, que ce soit l'auteur, que ce soit l'éditeur. Évidemment, c'est au détriment du libraire, voire du bibliothécaire. Enfin, je veux dire, ça met même à mal la politique publique si de la lecture, et qui est importante en ce moment. Donc, il est impératif, en effet, qu'il y ait une réaction contre ça, et que, en effet, la chaîne du livre soit rémunérée. Maintenant, voilà, on est obligé, comme le disait Renaud, de prendre en compte le phénomène. On ne peut rien faire d'autre que de le prendre en compte, dans la mesure où, de même que la loi sur le prix unique est arrivée parce que la FNAC a bousculé complètement le jeu de quilles en vendant moins cher des livres qui, évidemment, étaient au détriment de la bibliodiversité. Là, on est dans le même type de violence de marché. Et c'est là que je disais que les choses devenaient de plus en plus compliquées, parce qu'en effet, on vit d'une part dans une société violente. Enfin, quand on lit qu'une équipe de foot de Nice se fait accueillir par des tirs de mortier parce qu'ils ont perdu un match, on est quand même un peu effondré. Quand on voit que des librairies se font attaquer, on est totalement effondré aussi. Et mais cette violence-là, elle est physique, elle est palpable. Mais là, en l'occurrence, c'est une violence en ligne, c'est une violence numérique, c'est une chose insidieuse, avec une puissance extra-européenne qui est une sorte d'hydre contre laquelle, en effet, j'entends bien qu'il est compliqué de légiférer. Anne-Sylvie. Puis je dirais, oui, c'est là où il faut prendre conscience aussi du besoin de mobilisation. On est quand même, on observe, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle nationale, face à un doute de la part des pouvoirs publics sur la nécessité de protéger ce secteur culturel face à la puissance et à la nécessité finalement de développer l'outil numérique et de ces plateformes numériques, que ce soit l'IA, etc. Et donc finalement, parfois la sensation qu'on va sacrifier la création culturelle pour permettre à des champions de l'IA, pour permettre aux champions de ces plateformes de vraiment se développer, parce que c'est l'avenir, parce que c'est la perspective. Pour avoir participé à quelques appels à projets sur France 2030, j'aimerais bien avoir le bilan du nombre de maisons d'édition vraiment aidées dans le monde culturel pour ce type de projet de réindustrialisation. À mon intuition, il est vraiment extrêmement bas, parce que la réponse, c'est vous êtes une maison d'édition, vous faites des livres, faites du papier, c'est très bien, mais restez à cet endroit-là. Donc il y a une archaïsation finalement aussi de nos filières, quelque part, qui, on a quand même un doute. Alors j'avoue que d'avoir entendu toutes les tables rondes préalables, c'est quand même réjouissant de voir que justement le livre est souvent le point de départ d'une énorme chaîne culturelle, que ce soit le cinéma, le théâtre, des stand-up, du podcast. Enfin, je veux dire, ça irrigue extrêmement loin dans notre société, et c'est, je pense, sur cette prise de conscience qu'il faut qu'on se mobilise tous, parce que là, on sent quand même un doute. La réduction du pass culture, quand on a vu l'effet que ça a conduit pour les jeunes et les amener en librairie, enfin, depuis, je crois, enfant, j'entends les libraires râler parce qu'il n'y avait pas de jeunes justement en librairie. On invente le pass culture, les librairies sont inondées d'enfants, les libraires sont un peu déstabilisés, mais il n'empêche que certains se sont dit, chouette, le public des familles revient. Et finalement, quelques années après, certes, on a des problématiques budgétaires, mais finalement, pour trouver quelques milliards, c'est très compliqué, et on coupe le pass culture en deux. Donc voilà, où sont les priorités? Et je pense que si la profession ne se mobilise pas, mais de façon coordonnée, auteurs, libraires, éditeurs, parce que ce n'est qu'un seul univers. Alors on a des syndicats, des représentants séparés, il y en a dans d'autres pays, ces représentations sont unies, mais je pense qu'on est effectivement à un tournant où il va falloir quand même qu'on prenne conscience, il va falloir aller défendre toute cette chaîne culturelle. C'est pas que le livre, mais le livre est souvent quand même au point de départ. Alors peut-être le médiateur a un mot à dire, à la fois sur le pass culture, sur le livre d'occasion aussi. Qu'est-ce qu'il est envisageable de faire? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, sur le livre d'occasion, j'allais dire, étant le seul à ne pas représenter le secteur de l'édition, je pourrais m'exprimer de façon... Mais en fait, finalement, ce qui a été dit est exactement ce que je partage. Fondamentalement, vous pointez un sujet,
le sujet aujourd'hui, la vérité impose de dire qu'il n'est pas partagé par tous. Et voilà, c'est un sujet qui est très fortement pointé par certains, qui doit être partagé si on veut avancer. Et je crois que c'est vraiment partagé avec les autres acteurs de la filière, et en particulier du côté de la librairie, bien sûr, et ainsi que des auteurs, et du côté européen. Fondamentalement, Renaud le disait tout à l'heure, parmi les verrous à lever pour que le sujet devienne un sujet de politique publique, s'il est appelé à le devenir, il y a forcément des enjeux du côté de l'européen. Et donc, s'il y a une mobilisation qui doit parvenir à quelque chose, je pense qu'elle aura une dimension européenne à un moment ou à un autre. Renaud, vous voulez réagir notamment sur parce qu'on a commencé à évoquer, un peu à glisser aussi, je trouve, en évoquant le pass culture, sur le problème du baisse du taux de lecture. C'est vrai qu'on avait quelques bons outils en place. Est-ce que de ce côté-là, il y a quelque chose à... Alors là, malheureusement, moi je suis plus à l'aise dans la phase de constat, de lecture des chiffres. C'est un problème et c'est un enjeu qui dépasse. Alors on l'a dit, c'est un enjeu d'éducation, un enjeu, enfin comme on le dit de manière galvaudée, mais vraiment de société, et qui dépasse évidemment très largement les moyens de l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. On pointe en particulier le pass culture parce que c'est vrai que c'est ce paradoxe de voir réduire le seul instrument de politique publique vraiment destiné à favoriser l'acquisition sur les tranches d'âge dont on sait qu'elles font l'objet qu'elles risquent, et sur lesquelles on observe un décrochage dans la pratique de la lecture. Bon. Après, sur la problématique globale de la lecture, on avait effectivement les états généraux de la lecture pour la jeunesse qui ont été conclus lundi, avec, je crois, des recommandations attendues. Il faudra évidemment que les axes de travail sont, je crois, nombreux et intéressants. Il se posera évidemment une question de moyens, et avec des moyens à mobiliser qui relèvent de l'action publique. C'est vrai que c'est compliqué de réguler le taux de lecture. Enfin, là, on ne va pas pouvoir obliger les gens à lire un bouquin par semaine, ou que ce serait formidable, mais peut-être pas souhaitable non plus. Sabine, vous voyez des solutions, vous, pour essayer d'enrayer ce mouvement, enfin faire des beaux livres, ça c'est sûr, des bons livres que les gens ont envie de lire. Ça peut être une solution, mais malheureusement, on fait quantité tous de beaux livres qui ne sont pas forcément lus. Donc voilà, soyons réalistes. Là aussi, je crois que l'enjeu démocratique, il dépasse bien largement notre monde de l'édition. Il est absolument, de même que la violence, c'est un phénomène qui malheureusement se généralise. Le problème de l'éducation est un problème énorme. Et là, on est vraiment sur un problème qui est un problème national, qui est l'enseignement dans les écoles primaires, secondaires. Parce que somme toute, les étudiants qui arrivent dans les filières professionnalisantes de l'édition ou de la librairie, ce qui n'existait pas au XXe siècle, quand moi j'ai commencé dans l'édition, mais désormais tout le monde sort d'une formation et on est quand même un peu effondré. Moi, il m'arrive d'intervenir dans ce type de formation et beaucoup de discuter avec des formateurs. Je discutais récemment avec la responsable de la formation du livre à Laval, qui a une très bonne réputation, et elle me dit que quand elle accueille les jeunes gens qui arrivent en première année, à la question « Que lisez-vous ?», la réponse majoritaire, c'est de la romance. Donc, évidemment, on a là un gros problème démocratique. Ça veut dire qu'il y a une faillite de l'école parce que, voilà. Et parce que il y a aussi, et ça, je crois que le CNL fait un très bon travail là-dessus, et le pass culture est une chose extrêmement importante sur comment éveiller la curiosité des enfants, des jeunes gens, etc. Voilà, moi, j'ai évidemment pas de solution, si ce n'est de dire des banalités, mais de dire que je fais un métier de communication, de désir et d'envie, et qu'à ce titre-là, je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous faisons, et je pense que nous pouvons avoir un discours peut-être moins catastrophique et plus catastrophiste et plus conquérant sur le thème, mais vous ne savez pas ce que vous ratez quand même en ne lisant que de la romance.
Ça, c'est un boulot de libraire aussi. Et les bons libraires arrivent à faire passer, alors soyons idéalistes, de la romance à Virginia Woolf. Peut-être pas, mais enfin, quand même, on peut aller au-delà. Anne-Sylvie s'est emparée du micro avec un air très volontaire. Non, mais je crois que, comme dit Sabine, on doit tous travailler à la désirabilité de nos livres. Mine de rien, moi je sais que pour avoir discuté avec quelques ados, il faut leur raconter leur première expérience en librairie. Pour certains, à côté, leur grand oral au bac, c'était facile. En fait, une librairie, ça reste très impressionnant. Un livre peut être très impressionnant, et ça, il faut, je pense, en prendre conscience. C'est assez fascinant de voir effectivement en maternelle, primaire, la vidité avec laquelle les enfants se saisissent des livres. Mais ils y passent des heures, les enfants. On est souvent obligé de les sortir des livres, tellement c'est passionnant. Et finalement, ils rentrent au collège, ça s'arrête net. Et je dirais, si là, mais comme le phénomène, je dirais, se répète inlassablement de génération en génération, peut-être qu'on pourrait se poser la question véritablement, faire des études sur cette mécanique qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à basculer entre 10 ans et 11 ans. Que se passe-t-il pour les enfants où on a un changement? Après, on connaît les problématiques du collège en France, mais malgré tout, ce changement-là, il est tellement radical. Et c'est vrai qu'il y a aussi, quand on a vu tous les enfants donc se précipiter sur les mangas, il y a eu quand même beaucoup de prises de parole en disant que ce n'était pas des livres, etc. Malgré tout, c'est du temps de lecture. Et je crois que sacraliser ce temps de lecture, c'est fort. Il y a des écoles qui ont mis ce temps de lecture dans les récréations. Moi, j'ai juste un exemple. C'est mon fils un jour qui me disait « Maman, je rêve d'une seule chose. Oh, » Bon, quoi. Si la bibliothèque pouvait être ouverte à la récréation. Parce que une cour de récré, c'est hyper violent. C'est du foot, etc. Alors, il y a certains enfants qui arrivent à se glisser dans ces matchs de foot, puis d'autres qui subissent la récré avec une violence folle. Et voilà, le désir, à un moment donné, de se dire, tiens, et si on décidait d'ouvrir les bibliothèques des écoles à chaque récré, pendant les pauses déjeuner, pour que les enfants puissent s'y réfugier. C'est quand même merveilleux d'imaginer... Vous l'avez proposé ça, je l'ai proposé, oui, bien sûr, je vais voir le directeur de l'école pour lui proposer. Et malheureusement, sa réponse était dépitée parce qu'il comprenait bien la demande, mais il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens en personnel, en fait, tout simplement, parce que les bibliothèques sont bien achalandées, le mécanisme d'achat des livres par les écoles est quand même plutôt bien huilé. Mais par contre, il n'y a pas le personnel de mairie nécessaire, parce que les bibliothèques dépendent des mairies et non pas des écoles, pour les ouvrir. Ouvrons les bibliothèques, ça sera déjà un accès à la lecture largement, une porte immense ouverte vers le livre. Renaud m'a fait un signe, il a une solution. Oui, juste, puisque je pense que c'est un registre dans lequel je n'abuse pas, mais pour avoir une note d'optimisme, peut-être citer quand même les petits champions de la lecture, qui est quand même une initiative qui est tout à fait exemplaire. Jeu de lecture à voix haute pour les CM1, CM2, 200 000 inscrits cette année. Donc on arrive, et là avec une opération qui a été menée à l'initiative de la profession, qui est menée par une structure, par une association. Donc il y a des choses qui fonctionnent, qui portent des effets, qui effectivement positionnent le livre de manière attractive dans des classes d'âge avant le virage qu'Anne-Sylvie évoque. Voilà, je pense que on a véritablement besoin de ce type d'initiative. J'ai peur qu'elle ne soit pas forcément à la mesure des vents contraires, comme l'évoquait Florent, face auxquels nous devons avancer. Jean-Philippe, oui. Mais que faire? Est-ce que vous, qui êtes à l'intersection quand même de différents métiers, est-ce que vous voyez des initiatives intéressantes? Est-ce que vous voyez pointer des solutions qui pourraient justement essayer d'inverser la tendance? Qu'est-ce qui est possible de faire sans imposer à la lecture d'un livre par semaine? Non, là, je serais modeste par rapport à mes voisines. Pour faire lire, moi, j'ai en laboratoire, moi, j'ai mes 3 enfants un par un qui sont passés chacun par ce stade-là. Effectivement, l'acquisition du téléphone étant le moment décisif et compliqué. Mais, comme ça, même avant le téléphone, je tiens à le signaler. On surveille. Non, là, je serais modeste. Je ne crois pas que ce soit les avis du médiateur du livre qui puissent permettre de développer la lecture. Mais c'est quand même un phénomène inquiétant que vous devez observer. Vous, quelles sont les racines du problème? Et vous mentionner le smartphone, c'est effectivement le problème de l'attention. C'est
qu'est-ce qui serait envisageable de... Ah oui, enfin, comment dire, le sujet est vraiment, je crois, identifié. On a tous conscience de la mutation anthropologique qu'on est en train de vivre face aux écrans. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu. Ça nous dépasse terriblement. Je crois que il faut tisser du lien. Il faut avoir des lecteurs, des gens que ça intéresse, des gens qui ça passionne. Et c'est un par un que ce combat se mène. Il y a quand même l'éléphant dans la pièce dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on en a beaucoup parlé tout au long de cette journée, de façon tout à fait passionnante ce matin, avec des experts et de façon un peu plus technique. Là encore, alors on ne va pas vous demander, vous, éditrice, ce que vous faites de l'IA, pourquoi pas, ce serait intéressant de nous expliquer, vous, comment vous servez au quotidien, mais surtout la façon dont ça impacte aussi vos maisons, vos métiers, votre façon de faire. Alors moi, je vais faire une réponse peut-être un peu provocante et paradoxale. C'est-à-dire qu'il se trouve que moi, je publie 10 livres par an de littérature. Donc ce que je cherche, ce sont des livres qui ne ressemblent à rien d'autre. Donc l'intelligence artificielle, en termes d'usage d'écriture, me fait gagner du temps parce que je vois, enfin à ce jour, j'ai vu de quel clone ça procédait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a au moins le mérite d'afficher la couleur et de faire clairement ce que fait l'industrie du livre depuis très longtemps. C'est-à-dire vous avez quand même observé qu'après un succès énorme de Harry Potter, Houellebecq, Christine Angot, on a eu des quantités d'épigones de plus en plus médiocres du même type, qui ne fonctionnent pas puisqu'il est bien dit que nous sommes dans un monde de prototypes. Donc bon, l'intelligence artificielle après, c'est une réalité. Je m'en sers au quotidien. Je me suis amusée ce matin du reste à demander à ChatGPT quelles avaient été les politiques du livre qui avaient été réalisées à l'endroit de la librairie depuis la loi sur le prix unique. Et bien, ils m'ont quand même expliqué que c'était un certain monsieur Darcos qui avait créé la loi Darcos. Donc, moi, je viens de lire un article qui m'a réjoui. Ouais, bah, voilà, donc il faut toujours se méfier. Je viens de lire un article de chercheurs britanniques qui m'a réjoui, que je tiens à votre disposition, dans une université britannique, disant que l'intelligence artificielle était en ce moment atteinte du syndrome de la vache folle. C'est-à-dire qu'après avoir, tu as lu ça, après avoir absolument scanné toutes les bibliothèques mondiales, il finit par s'autophager et donc par dire de plus en plus de bêtises. En tout cas, j'en ai eu une preuve ce matin. Bon, voilà, pas être excessivement optimiste non plus. Après, il y a une nécessité de la régulation qui est extrême. Je publie de la littérature étrangère aussi. En termes de protection des traducteurs, c'est extrêmement important. Voilà, il y a des quantités de métiers qui sont évidemment touchés directement par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, en effet, enfin, le syndicat et le CNL du reste ont mis en place des dispositifs de vigilance et désormais, dans toutes les clauses de contrat que nous faisons avec des traducteurs, avec des auteurs, que nous recevons de la part d'éditeurs étrangers quand nous faisons de la cession en droit, il y a aussi une clause interdisant l'usage de l'intelligence artificielle. Donc là aussi, il y a une régulation qui s'est mise en place, je trouve, assez rapidement et dont on se sert. Interdire cette clause, c'est quoi exactement ? La clause, en tout cas, stipule qu'il est tout à fait interdit en cas, là je viens de céder des droits de traduction à un éditeur américain, il est tout à fait interdit que pour la traduction, on se serve d'intelligence artificielle. Et vous avez un moyen de le vérifier, ça, derrière ? Ah, ça c'est la bonne question. C'est toujours Anne-Sylvie. Je dirais c'est vrai que c'est éminemment complexe, mais il y a deux choses, c'est-à-dire à la fois c'est un outil assez dément, effectivement, enfin c'est incroyable et ça fait gagner un temps incroyable sur des processus de recherche, notamment en santé. Enfin bon, on va pas épiloguer sur cette partie-là. Somme toute, si on se remet juste un peu en amont, à un moment donné, les œuvres que l'on produit sont protégées par le droit d'auteur. La problématique, c'est que les grands moteurs de recherche d'IA
les grands acteurs de l'IA sont venus piocher nos ouvrages sans la moindre vergogne finalement et sans aucune transparence. Alors je dirais le mal est fait parce qu'ils sont allés voler des sites pirates, donc c'est là où c'était disponible, enfin pas tous d'ailleurs, hein. Certains outils se sont gardés de ne prendre que les livres dans le domaine public. Mais donc, les œuvres publiées ayant été avalées par l'IA, à un moment donné, par contre, la régulation doit obliger à une certaine transparence et le partage de la valeur, parce que malgré tout, le droit d'auteur est protégé et nécessite rémunération. Donc ça, c'est une première partie. On était à Bruxelles pour le défendre. On voit bien que la prise de parole est faible, malgré tout, par rapport au gigantisme de cette promesse finalement, alors que cette transparence, elle est nécessaire parce qu'effectivement, la problématique, c'est que l'inspiration a toujours été là. Ce qui ressort, et les auteurs sont influencés par tout ce qu'ils lisent, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, il y a la capacité de rendre compte de ces lectures, rendre compte de l'origine des éléments. Et ça participe de l'enrichissement. Je dirais de chacun. Certains aujourd'hui, moteurs de recherche, le font, et c'est tant mieux. Je pense que le modèle mûrissant un petit peu, on devrait arriver à un partage de la valeur. On a réussi à le faire sur le droit voisin. On n'est quand même pas très loin sur cette démarche-là. Vous voulez peut-être réagir sur... Oui, deux mots. Intelligence artificielle et droit d'auteur, là je m'exprimerai beaucoup en tant que président du CSPLA qui, sous ce nom barbare, en fait, s'occupe de droit d'auteur fondamentalement. Il y a un aspect industriel, à mon sens, et un aspect de politique publique. L'aspect industriel, fondamentalement, ça a été dit, on a un comportement de prédation, une appropriation des contenus dont on a de la peine à se dire comment elle pourrait être légale. Bon, enfin, c'est ça la situation. Il y a eu un effet de sidération. Aujourd'hui, on essaie d'en reconstruire les réponses. Et alors, sous l'angle industriel, je dirais que le secteur du livre a des atouts. Il a la capacité, d'abord, les modèles ont besoin de contenu pour s'entraîner, ça a été dit par Sabine. Ils ont besoin de contenu renouvelé, et ça, c'est pas un journaliste que je l'apprendrai, et ils ont besoin de contenu propre, plutôt que d'aller chercher des bases de données piratées, foireuses, qui leur coûtent cher à nettoyer. Les acteurs de la filière du livre sont ceux qui détiennent quand même les datasets, comme on dit, les plus propres. Donc, du point de vue industriel, il devrait y avoir quelque chose à faire, on se dit. Voilà. Bon. À condition qu'il y ait une reconnaissance du droit de propriété. On reproche aux titulaires des droits, au sens large, de freiner l'émergence d'un marché. Ce que je dis toujours, c'est que si ce marché n'existe pas, ce n'est pas parce qu'il y a un refus de vente, c'est parce qu'il y a un refus d'achat des opérateurs de l'IA. Et il y a un refus d'achat parce qu'ils ne reconnaissent pas cette propriété, parce qu'ils se servent. Ils se sont servis et ils continuent de se servir tous les jours, sans respecter de quelque manière que ce soit, encore une fois, le droit d'opposition. Ils le disent presque de manière ouverte quand on leur pose la question. Et là-dessus, on a véritablement besoin de régulation. On a besoin de régulation en Europe, on a besoin de régulation en France. On a besoin d'abord de règles qui soient des règles adaptées, efficaces, dissuasives. Et pour ça, on a besoin du soutien des États et on a besoin du soutien de la France. Et c'est l'occasion d'évoquer qu'au moment de la discussion du règlement européen, nous ne l'avions pas. Nous ne l'avions pas parce que l'équilibre qui avait été trouvé dans l'adoption de la position française penchait davantage dans l'opportunité de favoriser l'émergence de licornes que de protéger le droit d'auteur. Voilà. On a un règlement européen qui a été adopté, qui est très imparfait. Maintenant, il faut que ne serait-ce que ces dispositions soient appliquées et qu'elles soient applicables. On a besoin d'une transparence parce qu'évidemment, d'une transparence sur les œuvres utilisées. Si nous n'avons pas cette transparence, si nous n'avons pas des instruments qui seront des instruments de divulgation, de preuve de l'utilisation de contenu protégé, rien ne changera. Et c'est le préalable à tout.
Si ça c'est reconnu, si ça se met en place, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer des systèmes de gestion collective sur l'utilisation en masse des données, certainement sur un système volontaire en concédant aux ayants droit la possibilité de décider que leur œuvre, quelles que soient les conditions, ne seront pas utilisées. On peut imaginer des systèmes de gestion en gré à gré, encore une fois, pour des utilisations de corpus de données qualitatifs, limités pour des usages bien désignés, mais la condition, encore une fois, la condition absolue nécessaire, c'est la reconnaissance du droit de propriété. Et dans les faits, elle n'existe pas. Et donc là, on a besoin en fait de droit, on a besoin d'un droit qui soit dissuasif, et je pense qu'on peut agir au niveau français. Et paradoxalement, on a besoin d'un droit dissuasif pour ne pas avoir à agir en justice, puisque on sait que aussi sur des actions en justice, alors on s'y livre parce que c'est nécessaire, on est face à des acteurs d'une taille considérable qui sont dans une politique de fait accompli, comme je le disais ce matin, et qui vont gagner du temps au fil des procédures. Bon, il faut qu'ils aient peur. La seule transaction significative qui a eu lieu récemment, c'est celle d'Anthropic aux États-Unis. C'est 1,5 milliard. Pourquoi c'est 1,5 milliard, 3 000 $ par œuvre? Parce que le droit américain admet jusqu'à 150 000 $ d'indemnisation en cas d'utilisation d'œuvres pirates. Bon, voilà. Montons des dispositifs qui soient des dispositifs juridiques contraignants, dissuasifs, puisque les opérateurs de l'IA ne respecteront que des sanctions, et des sanctions automatiques, semi-automatiques, et avec des impacts financiers qui seront à la hauteur des enjeux économiques pour eux. Et que le gouvernement français se range du côté de la défense du droit d'auteur, parce que c'était quand même effectivement à cette réunion européenne, au niveau du Parlement, seul le ministère de la Culture espagnol était là. Mais c'était le seul. On est quand même un certain nombre de pays, et la France n'était absolument pas là parce qu'il y a un doute. Il y a un doute, est-ce que je vais défendre le droit d'auteur ou je défends l'IA? C'est quand même, c'est pas possible, parce que d'un coup, c'est un système à deux vitesses. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un système de droit, pour certains, il y a du droit, pour les autres, il n'y en a pas. Il faut savoir ce qu'un éditeur doit faire pour demander une autorisation de reproduction d'une phrase publiée dans un livre chez un autre éditeur. C'est un nombre de personnes incroyables qui sont chez nous, dédiées au contact de l'autre éditeur, de s'accorder sur la rémunération, de rédiger un contrat, de signer, contre-signer, revenir, reproduire, mettre toutes les mentions légales qui s'y est. Et si on ne le fait pas, il y a une poursuite. Là, vous avez quand même des acteurs qui ont pillé toute l'édition contemporaine. Impact zéro. Ça me rappelle quelque chose dans la presse il y a quelques années où effectivement, et on avait une commission qui était beaucoup plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut espérer qu'une solution soit trouvée. En tout cas, vous faites tout votre possible pour que ça aille. Jean-Philippe, je pense que vous aviez envie de dire un mot. Oui, je suis tout à fait. Je crois que ce qui a été dit est tout à fait vrai. Simplement, en tout cas, au ministère de la Culture, au CSP, là, on fait le nécessaire pour réarmer le droit d'auteur, pour le rendre effectif, parce que fondamentalement, je parlais de situation de sidération tout à l'heure, on parlait de prédation. La question aujourd'hui, c'est quels instruments pour effectivement que ça change. C'est ces idées-là qu'on a mis sur la table. Franchement, la situation évolue de jour en jour. Hein. La ministre avant-hier a dit qu'elle était intéressée par une piste législative dans un cadre national. On sait que c'est en train de s'écrire. On sait que c'est l'expression de la ministre, c'est pas forcément l'expression aujourd'hui de l'ensemble du gouvernement. On verra ce qu'il en est des décisions. En tout cas, je crois que ce qui est indispensable, c'est de savoir ce qu'on fait quand on arrive à débloquer le feu vert. Et pour ça, les pistes, elles sont connues, elles sont partagées. Moi, j'ai été très frappé. J'ai eu l'occasion d'être auditionné il y a quelques mois à l'Assemblée nationale. Et dans tout le spectre politique, on disait « OK, il faut y aller ». Donc maintenant, il faut arriver à débloquer ça, quoi. On approche, même je pense qu'on est arrivé à moins que quelqu'un veuille avoir le dernier mot, mais le mot de la fin était plutôt... Ah non, Sabine a encore envie de dire quelque chose.
Sabine doit sauter sur son vélo, m'a-t-elle dit, dans 2 minutes pour Il y a 10 minutes. un bel événement. Vous voulez peut-être juste nous dire ça, ce sera le mot de la fin. Ce sera une jolie fin, oui. Je dois aller à la réception de l'Académie française qui a couronné Yannick Lahens de son Grand Prix. Donc il serait urbain que j'aille les remercier. Et tout à fait. Voilà, donc soyez prudentes quand même, parce que les routes sont un peu humides. Merci à vous 4, et merci à vous toutes, à vous tous qui avez eu la gentillesse de nous accompagner jusqu'au bout. Bonne soirée.